L'obésité n'est pas un choix de vie, c'est une maladie chronique. C'est une accumulation anormale ou excessive de masse grasse pouvant nuire à la santé. L'obésité, c'est pas uniquement une maladie visible, c'est une maladie qui nuit à la santé et qui peut engendrer 19 maladies. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé sur Beurre FM, tous les matins, même les matins de l'été, on parle de vous et de votre santé jusqu'à 10h. Mon invité aujourd'hui s'appelle Elia Hakimi-Prévost. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste spécialisé dans le domaine de la santé et vous publiez La vérité sur l'obésité, comprendre et soigner cette nouvelle épidémie chez Robert Laffont. Votre livre est le fruit de plusieurs années de réflexion et de recherche sur l'obésité. C'est presque le livre d'une spécialiste de l'obésité alors que vous êtes journaliste. Exactement, Philippe. Je suis journaliste santé, je ne suis pas médecin, et ça il faut le préciser. Je suis journaliste depuis 2007 pour le quotidien du médecin, et j'écris non seulement pour le quotidien sur Internet et presse papier hebdo, mais j'écris aussi pour les cahiers nutrition du quotidien du médecin, et c'est notamment dans ce cadre-là que j'ai beaucoup travaillé sur l'obésité. Philippe, ça fait quand même des années qu'on parle d'obésité. L'obésité aujourd'hui, c'est vraiment un fléau. Moi, je le compare à une pathologie, peut-être ça va vous choquer, mais je le compare un petit peu en termes de sensibilité au VIH des années 80. Le VIH des années 80, c'est quelque chose qui a bouleversé les gens, pour lequel on n'avait pas de thérapeutique, on avait peur de mourir. On voyait les gens mourir très rapidement. On voyait les gens mourir très rapidement. Et aujourd'hui, l'obésité, on peut aussi en mourir. Et puis on peut l'espérance de vie, elle peut grandement être diminuée par l'obésité. L'obésité se différencie bien évidemment du VIH, mais elle concerne quand même beaucoup de personnes aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Oui, alors on a le temps, on a le temps pour en parler, Elia. C'est un livre pour combattre trop d'idées reçues sur l'obésité. Oui. Et la première, c'est que contrairement à ce que beaucoup disent, l'obésité n'est pas un choix de vie. L'obésité n'est pas un choix de vie. L'obésité, c'est une maladie, il faut le dire. C'est une maladie qui est reconnue par l'OMS depuis 25 ans. C'est une maladie chronique. C'est une maladie et qui par ailleurs, bénéficie d'une définition médicale. Quelle est la définition d'obésité ? C'est une accumulation anormale ou excessive de masse grasse pouvant nuire à la santé. Et oui, l'obésité, c'est pas uniquement une maladie visible, c'est une maladie qui nuit à la santé et qui peut engendrer, 19 maladies. En tout cas, c'est ce qui a été recensé par le collectif national des associations d'obèses. Voilà. Alors, on parle toujours de l'obésité au singulier, alors qu'on devrait parler des obésités, un vocable unique, réalité multiple. De quoi parle-t-on quand on parle d'obésité ? De quoi parle-t-on quand on parle d'obésité ? On parle de patients, on parle d'êtres humains qui chacun vraiment a sa propre itinéraire de vie. C'est une maladie multifactorielle. Une personne obèse n'aura pas les mêmes facteurs, les mêmes causes finalement de sa maladie qu'une autre. Alors ces facteurs-là, ils sont multiples. Ils sont d'abord génétiques, ça il faut le dire, c'est très très important de parler en premier lieu de génétique, parce que ne devient pas obèse qui veut, en fait, on ne choisit pas de devenir obèse. C'est notre génétique qui fait de nous un obèse. Exactement, il faut avoir des gènes de prédisposition couplés à un environnement qu'on dit obésogène, c'est-à-dire qui favorise l'obésité. C'est quoi un environnement obésogène ? On le sait tous, c'est la sédentarité, le fait de rester assis trop longtemps toute la journée, le fait d'être inactif, de ne pas pratiquer assez d'activité physique, le fait de mal manger, trop gras, trop sucré, le fait d'être stressé. La sédentarité et l'inactivité, c'est pas la même chose ? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'inactivité, c'est le fait de ne pas bouger. On peut tout à fait... c'est le fait de ne pas avoir d'activité physique. Et la sédentarité, c'est le fait de rester assis.
Hein, on peut être très actif physiquement. Hein, je sais pas, jardiner, bricoler beaucoup, s'occuper, je sais pas, faire du golf, faire de la natation, mais par ailleurs, avoir une activité, par exemple, professionnelle, qui nous incite à être sédentaire 8 heures par jour. Donc, on peut être très, très sédentaire en étant par ailleurs très actif. C'est le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent, hein, qui sont assis 7 à 8 heures par jour sur leur chaise. Oui, et c'est notre cas aussi de plus en plus, nous les journalistes. C'est vrai ? Bah oui, on sort... Vous n'êtes pas sur le terrain, vous n'allez pas enquêter avec votre Nagra ? Moins qu'avant, hein, de moins en moins. On est quand même... derrière des écrans. Voilà, derrière les écrans, beaucoup. On va commencer par un chiffre, on va pas trop en donner. Aujourd'hui, la moitié de la population française présente actuellement une surcharge pondérale. La moitié. Exactement. Surpoids ou obésité. Oui. Un Français sur 2, c'est énorme. Donc plus de 30 000 personnes. Alors c'est pas la même chose ceux qui millions, c'est pas la même chose ceux qui souffrent de surpoids que ceux qui souffrent d'obésité. Les derniers chiffres, c'était 17% qui souffriraient d'une obésité. Exactement, 17%, près de 20% bientôt. Donc c'est quand même pas mal, 20% de la population qui souffre d'obésité. Ça fait 8,5 millions de Français, quand même, il faut le dire. Vous expliquez dans votre livre que l'émergence de l'obésité dans la population française a commencé à devenir frappante à partir des années 90. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est plutôt vers la fin des années 90. Il y a eu, en fait, nos sociétés modernes ont commencé à changer de façon assez importante avec l'arrivée des nouvelles technologies, l'arrivée d'Internet, la démocratisation, fin 90, début 2000, des nouvelles technologies, des applications mobiles. Et on le voit aujourd'hui, on peut tout à fait rester sous son canapé, commander à manger, aller prendre son billet. On peut tout faire en étant assis. Oui. Donc, mais quel est l'impact finalement ? Parce qu'on ne fait pas forcément le lien entre cet accroissement du nombre de personnes qui sont en surpoids et l'apparition justement des nouvelles technologies. Le lien, c'est que ces nouvelles technologies font en sorte que l'on est... Alors attendez, je vais vous expliquer. Je vais vous faire un signe parce que je voudrais que vous rapprochiez votre micro de vous. Parce qu'on est en train de faire des réglages de son sur votre voix. Mais effectivement, c'est simplement le micro qu'il faut rapprocher. Est-ce que c'est mieux comme ça ? C'est beaucoup mieux comme ça. Il faut manger le micro. D'accord. Donc les nouvelles technologies, quel impact elles ont sur... Mais on se bouge de moins en moins. On comprend très bien que si on reste sur son canapé pour commander à manger, pour se commander... On va plus au guichet pour aller commander son billet de train. On ne va plus... En fait, on dépense beaucoup moins d'énergie aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Et on le voit très bien avec les enfants qui, tout petits, sont rivés sur les écrans. Ils ont des applis, des tablettes, des consoles. On en voit même parfois dès la maternelle avec des écrans et donc avec une réduction d'activité physique énorme dès l'enfance. Est-ce que ça a été mesuré ? Ou pas encore. On sait qu'il y a une augmentation du temps passé devant les écrans chez les enfants. Il y a une augmentation notable, mais l'impact sur l'obésité, sur le poids n'a pas été chiffré vraiment. Mais on voit bien que, si vous voulez, notre société moderne qui incite au culte finalement de l'immédiateté, on veut tout de suite, sans bouger et très vite, ça ne va quand même pas dans le bon sens. Ça ne va pas dans le sens en tout cas de la dépense énergétique. Ça, c'est évident. Il y a ça, mais il y a aussi d'autres facteurs aujourd'hui qui, depuis les années 90-2000, expliquent aussi l'augmentation du taux d'obésité en France et partout dans le monde. C'est la déstructuration de nos repas. Vous savez, les Français, ils sont connus pour manger à table. Il y a une certaine commensalité, c'est-à-dire que l'on aime partager un repas à table. Et on a noté, les études montrent que depuis 20-25 ans, depuis les années 90, on se demande moins à table. Justement, chacun est devant son petit écran, il mange devant la télé. Je veux dire, au sein d'une même famille, les enfants ne mangent même pas forcément en même temps que les parents, et chacun a sa propre activité, assise, et chacun mange seul aussi. Et le fait de ne pas pouvoir partager
un repas, quand on mange seul et qu'on mange devant un écran, par exemple, on mange beaucoup plus vite que quand on est ensemble, que l'on partage un repas, que l'on discute avec sa famille. Et ça favorise vraiment grandement, parce que c'est quelque chose que certaines personnes font tous les jours. Ça fait partie des habitudes de vie, de manger de façon déstructurée à n'importe quelle heure, et seul, et pas autour d'une table. Ce que faisaient d'autres pays, oui. Les Américains notamment, mais les Allemands, beaucoup de pays qui se mettaient pas forcément tous à table en même temps. Exactement. Et ça, c'était une des forces de la France, ce partage autour de la table, et ça se perd complètement, on le voit. Il y a aussi le fait que les femmes qui travaillent de plus en plus, elles déjeunent souvent sur le pouce. Elles rentrent à la maison, souvent elles ont leurs enfants à gérer, et puis là, elles ont faim, il est 17h, 18h, et puis elles ont tendance à manger tout et n'importe quoi, à grignoter, à manger des choses très très grasses, très salées, et à ne pas faire attention du tout au repas, au rythme des repas. On dit manger 3 repas par jour. C'est bien de rythmer finalement l'heure des repas et de manger à des heures toujours à peu près les mêmes. Et là, ce n'est plus le cas. Donc, on grignote aussi beaucoup plus qu'avant. Donc, vous expliquez que finalement, l'environnement est devenu obésogène. Exactement. Et que c'est la société qui crée les obèses. C'est la société qui crée les obèses. C'est la société ce sont les évolutions de nos sociétés modernes qui ont fait quadrupler le nombre d'obèses en 40 ans. Mais ne devient pas, comme je le disais, obèse qui veut. Finalement, ce sont nos différences génétiques individuelles qui font se développer ou non une obésité dans le cadre de cet environnement obésogène. Voilà, et nous parlons de l'obésité ce matin autour de la sortie du livre d'Elia Hakimi-Prévost, qui est journaliste santé et qui publie justement La vérité sur l'obésité, comprendre et soigner cette nouvelle épidémie aux éditions Robert Laffont. Vous avez pour votre livre rencontré énormément de gens, beaucoup de spécialistes, mais aussi des obèses qui s'en sont, entre guillemets, sortis. Qu'est-ce qui fonctionne pour sortir durablement de l'obésité ? Parce que dans votre livre, vous dites quand même que de l'obésité, on n'en guérit pas. L'obésité, effectivement, on n'en guérit pas, mais l'obésité se soigne. Et justement, elle se soigne de façon personnalisée. Comme on l'a dit tout à l'heure, Philippe, il n'y a pas une obésité, mais des obésités. Oui. Et chaque personne en situation d'obésité a ses propres facteurs. En fait, chez une personne, par exemple, en situation d'obésité, il va y avoir des facteurs génétiques très importants. Une personne peut avoir beaucoup de gènes qui sont liés, qui le prédisposent à l'obésité. Une autre personne va avoir très peu de gènes, par exemple, mais son environnement va être hyper obésogène. Voyez ? Et donc, ce qui est très très important, c'est que la prise en charge soit individualisée et surtout multidisciplinaire. On ne peut pas traiter uniquement un angle, uniquement le poids. Souvent, l'erreur qui a été faite par beaucoup de professionnels de santé, c'est de voir un patient obèse et de le traiter de façon standardisée. De lui donner un régime en lui disant, vous, de toute façon, vous êtes gros, la solution pour vous, c'est de perdre du poids, c'est d'avoir beaucoup d'activité physique. Je vais vous prescrire un régime. En général, malheureusement, c'était le même pour tous, ce régime, et vous allez vous en sortir. Ben non. Aujourd'hui, on sait que pour prendre en charge une personne en situation d'obésité, il faut comprendre son itinéraire de vie d'abord. C'est très très important de passer par son psychisme, de savoir ce qui s'est passé dans sa vie, ce qui l'a mené à devenir obèse. Parce que, comme je vous l'ai indiqué, on peut avoir beaucoup de gènes liés à l'obésité, mais ne pas devenir obèse pour autant. Puisque si on n'est pas dans un environnement obésogène, ces gènes ne vont pas s'exprimer. Ils ne vont pas faire en sorte que la maladie se déclare. Vous voyez ? Et donc, mais qu'est-ce qui fait que la maladie se déclare ? Est-ce qu'il y a quand même un lien avec la nourriture ? Il y a un lien certain avec la nourriture, Philippe, bien évidemment. L'obésité, c'est toujours lié à, si vous voulez, un déséquilibre de la balance énergétique. Il faut alors, toujours expliquez à tout le monde ce que c'est que la balance énergétique. Balance énergétique, c'est le rapport entre nos apports
énergétiques, caloriques, qui proviennent de notre alimentation. Et nos dépenses énergétiques, c'est l'activité physique, mais pas que. C'est aussi notre métabolisme, notamment au repos. C'est-à-dire que notre corps, quand nous sommes allongés, quand nous dormons, quand nous sommes assis, il dépense de l'énergie pour pouvoir faire en sorte que nos organes continuent à fonctionner. En fait, on est constamment en train de dépenser de l'énergie. Et ça, il faut le comprendre. Et donc, quand on dit que la balance énergétique est déséquilibrée, ça veut dire que nos apports caloriques sont supérieurs à nos dépenses énergétiques. Ça veut dire qu'à un moment donné, et en général, à moyen et long terme, c'est pas un phénomène, on ne devient pas obèse en quelques mois, souvent c'est un phénomène qui dure pendant des années. À un moment donné, pendant quelques temps, on a stocké beaucoup plus de calories qu'on en a dépensé. Alors il y a plusieurs types d'obésité, il y a ce que vous appelez les obésités communes. Tout à fait. Les obésités communes, elles concernent 90% des personnes en situation d'obésité. Donc là, c'est la majorité des obésités. La majorité des obésités. Et ce type d'obésité, il est en lien, en fait, avec... il concerne, en fait, une altération de beaucoup de gènes. En général, ce n'est pas qu'un seul gène qui est concerné dans ces obésités communes. Vous voyez ? C'est pour ça que vous dites que c'est une obésité polygénique. Polygénique, exactement. Et les personnes qui souffrent d'obésité commune ont plus ou moins de gènes de prédisposition à l'obésité. Mais ces obésités-là, elles n'apparaissent, encore une fois, qu'en interaction avec un environnement qui favorise cette maladie. Voilà. Et puis il y a des obésités donc génétiques. Exactement, qui du coup, vous l'avez compris, concernent moins 10% ou moins. Il s'agit, et on parle de deux types d'obésité, les obésités monogéniques qui sont liées à l'altération d'un seul gène, et les obésités dites syndromiques, c'est-à-dire que l'obésité finalement est le signe d'une maladie qui comprend plusieurs symptômes, et en général, les obésités génétiques, ce sont des obésités qui s'expriment très tôt chez l'enfant, chez le tout petit. Et quand on parle d'obésité syndromique, par exemple, la plus connue, là on en connaît une soixantaine, mais la plus connue, c'est le syndrome de Prader-Willi. L'enfant, quand il naît, il a une hypotonie musculaire, il a du mal d'un point de vue musculaire, il est un peu mou, il a un petit peu de mal. Et très vite, vers 18 mois, on ne sait pas pourquoi, il commence à manger de façon très impulsive, plus que les autres bébés du même âge. Et par ailleurs, on découvre qu'il a un déficit cognitif, qu'il a des troubles de l'humeur, et il est obèse. Donc vous voyez, l'obésité syndromique, elle s'insère dans le cadre d'un syndrome, d'une maladie qui a bien plus de symptômes. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Là, on parlait de la génétique, mais il y a aujourd'hui quelque chose qui est très à la mode, dont on parle beaucoup, c'est l'épigénétique. Est-ce qu'on a mesuré l'impact de l'épigénétique sur l'obésité ? Alors non, on n'a pas mesuré l'impact de l'épigénétique, mais on sait que l'épigénétique est extrêmement importante, en fait, dans l'importance finalement de la déclaration de cette maladie, et c'est ce qui explique d'ailleurs l'augmentation de l'obésité aujourd'hui en France et dans le monde, puisque l'épigénétique, c'est la façon dont nos gènes réagissent, s'adaptent à notre environnement, au stress chronique, au tabagisme, ça peut être l'exposition à des perturbateurs endocriniens de la mère quand elle a son bébé dans le ventre. Vous voyez, tous ces facteurs externes, environnementaux, vont venir, ça les chercheurs l'ont vu, déposer des marques en fait biochimiques sur nos gènes, sur notre ADN, mais ces marques, heureusement, sont réversibles. Vous voyez, si notre ADN ne peut pas être changé, nos gènes, on ne peut pas les changer. L'épigénétique, on a une marge de manœuvre. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en agissant sur notre environnement de façon positive, on peut diminuer l'obésité, le surpoids, et on peut essayer d'améliorer les choses. Alors aujourd'hui, la star, c'est le microbiote, et on étudie l'impact des déséquilibres de ce fameux microbiote. Qu'est-ce qu'on peut dire du microbiote d'une personne en situation d'obésité ?
Le microbiote d'une personne en situation d'obésité, j'aime beaucoup la comparaison du professeur Karine Clément, qui travaille notamment à Lican, à la Pitié-Salpêtrière, qui est vraiment la grande spécialiste des problèmes de microbiote et d'obésité. Elle compare le microbiote des personnes en situation d'obésité à la forêt amazonienne ravagée par un incendie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre microbiote qui normalement contient 2000 milliards de micro-organismes, des bactéries, des levures, des champignons, est appauvri lorsque l'on devient obèse. En fait, elle s'appauvrit. Ça veut dire qu'on a moins de bactéries et moins d'espèces différentes. Donc cet appauvrissement-là, on sait, aujourd'hui les études ont montré... C'est notre biodiversité qui est endommagée. Qui est endommagée, exactement. Et on sait aussi que notre intestin devient poreux. Vous voyez, il devient un peu comme une passoire. Et il laisse passer des débris de bactéries, des molécules qui sont néfastes dans le sang, en fait, dans la circulation sanguine. Et tout ça va monter au cerveau et ça va créer des pathologies et notamment favoriser l'obésité. Est-ce qu'on a répondu à la question justement concernant le microbiote, de savoir si ce déséquilibre du microbiote est une cause ou une conséquence de l'obésité ? Est-ce que c'est à cause de l'appauvrissement du microbiote qu'on devient obèse, ou est-ce qu'on est obèse parce que le microbiote s'est appauvri ? Les deux. On sait que les personnes qui ont un microbiote appauvri ont davantage de risques de déclarer une obésité. Et à l'inverse, les personnes, plus on est gros, plus on est obèse sévère et plus notre microbiote est appauvri. Et ça, on l'a démontré notamment, vous savez, les personnes qui sont opérées de l'obésité, ces personnes qu'on opère pour soit réduire la capacité de leur estomac ou induire une malabsorption des graisses, quand ils perdent beaucoup de poids, eh bien, on a vu que leur microbiote devient plus riche en bactéries, plus d'espèces et plus divers. Donc il y a un vrai lien entre obésité et appauvrissement du microbiote, mais vraiment cause et conséquence. Les chirurgies bariatriques. Voilà, exactement. On parle de l'obésité ce matin, ou des obésités. Mon invité s'appelle Elia Hakimi-Prévost, elle est journaliste santé et elle publie ce livre passionnant sur l'obésité qui s'appelle La vérité sur l'obésité aux éditions Robert Laffont. On a évoqué la question du microbiote. Il y a quelque chose de fondamental que vous expliquez dans votre livre, c'est que la plupart des personnes qui sont en situation d'obésité, alors maintenant on dit plus obèse, on dit personnes en situation d'obésité, ce qui peut paraître lourd, mais voilà, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, commencent leur parcours par vouloir perdre du poids par elles-mêmes et par faire des régimes. Et là, vous dites que finalement, la principale erreur, c'est là qu'elle se trouve, que dès le départ, ces personnes-là, elles devraient être identifiées et prises en charge par des professionnels de santé plutôt que d'avoir recours à cette espèce d'errance finalement médicale. Exactement. Mais vous savez, Philippe, le problème aujourd'hui, c'est que l'obésité n'est pas assez reconnue comme une maladie. Donc, quand une personne qui est en surpoids... Si vous avez dit que c'est une maladie chronique tout à l'heure. Par les professionnels de santé. Il y a encore beaucoup de médecins. Parce que la Sécu, par exemple, ne la met pas en ALD. Non, elle n'est pas en ALD. Donc, les associations d'obèses... Enfin, ALD, c'est... oui, ça permet des pathologies, les maladies qui sont en ALD, leur prise en charge est remboursée à 100%, ce qui n'est pas le cas de l'obésité, mais malheureusement, comme les personnes en situation d'obésité ont des maladies qui font partie de ces fameuses ALD remboursées à 100%, par exemple le diabète, en général, quand même, leur prise en charge reste remboursée, mais pas toujours. La petite parenthèse. Mais l'erreur consiste à vouloir maigrir déjà et d'essayer tous les régimes restrictifs. Exactement. Pourquoi est-ce que c'est une erreur, les régimes restrictifs ? Parce que, d'une part, on se
restreint de façon très importante, on restreint les calories et on s'interdit certains aliments. Or, on sait aujourd'hui, d'une part, qu'aucun aliment ne doit être interdit et que pour ne pas être carencé, pour pouvoir vivre en bonne santé, tous les nutriments sont nécessaires. Donc, ça part déjà d'un postulat qui est une erreur. Et par ailleurs, quand on s'interdit sur plusieurs mois, parfois moins même, quand on fait un régime un peu sauvage, en disant je vais pas manger, je vais perdre du poids, ou alors je vais faire un régime hyper protéiné comme un régime du camp, je vais manger que des protéines et tout le reste je le mets à la poubelle, eh bien ça crée des phénomènes de frustration. Qui peut vivre longtemps, en tout cas pas moi, en arrêtant de manger des aliments qui nous font plaisir? Qui peut rester comme ça? Pas grand monde. Donc ça induit une frustration et un phénomène de craquage qui aujourd'hui est bien documenté dans la littérature scientifique, c'est-à-dire on peut tenir plusieurs semaines, plusieurs mois selon les individus, et après on craque et on se défoule sur les aliments hyper gras, hyper sucrés, hyper salés, et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend du poids, et souvent, les chercheurs ont remarqué qu'on en prend même plus que le poids antérieur au régime. Donc aujourd'hui, on sait que les régimes restrictifs en calories et qui interdisent une catégorie de nutriments sont à bannir complètement. Et je voulais aussi parler d'un autre phénomène, et vous allez, ça va nous faire le lien avec les régimes. Il faut savoir que l'obésité, c'est une maladie du tissu adipeux. Alors ça, c'est intéressant d'expliquer comment ce tissu est malade. Exactement. Le tissu adipeux, c'est quoi? Aujourd'hui, il est considéré comme un organe qui contient nos cellules graisseuses. Et on sait que chez les personnes qui sont en situation d'obésité, leurs cellules, en fait, elles sont franchement malades. Et pourquoi? Parce que quand on grossit, on peut grossir, le tissu adipeux réagit de deux façons différentes selon les individus. Chez certaines personnes, les cellules adipeuses, donc ces cellules qui contiennent les graisses, vont grossir jusqu'à devenir hypertrophiques, donc très très grosses, et atteindre une taille critique. Cette taille critique, on dit grossir, mais cette taille critique, en fait, c'est côté diamètre, c'est pas plus qu'un cheveu, vous voyez. Et une fois qu'elle est bien grosse, cette cellule hypertrophique, qu'elle a atteint sa taille critique, elle va devenir malade, en fait. On sait que les cellules, quand elle est trop grosse, elle va envoyer un signal qui va dire « Ah bah toi, mes copains, cellules inflammatoires, venez m'entourer ». Et elle va aussi dire à des cellules, aussi à des tissus fibreux, d'entourer ces cellules inflammatoires. Donc la cellule qui est trop grosse, elle va non seulement être entourée de cellules inflammatoires, mais aussi de fibrose. Et ça, on sait que inflammation et fibrose, ça rend le tissu adipeux malade et inerte. C'est-à-dire que la cellule dont la fonction, une des grandes fonctions principales, c'est de pouvoir stocker les graisses et de les libérer quand on en a besoin. Par exemple, quand on est à jeun, notre corps a besoin de graisse, notre cerveau, nos muscles ont besoin d'acides gras pour bien fonctionner. Une cellule qui n'est pas malade, qui n'est pas hypertrophique, qui est saine, qui est petite, elle va très vite comprendre, elle va se dire « Ah, là, la personne est à jeun, il faut que je libère très très vite les acides gras. » Mais quand la cellule est hypertrophique, elle devient inerte, elle ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que du coup, chez une personne en situation d'obésité et qui a ses cellules malades, elle ne peut plus, en fait, la cellule est comme verrouillée, c'est-à-dire qu'elle elle peut plus libérer de graisse. Elle peut plus libérer de graisse, même en situation de régime et de restriction alimentaire. Donc, quand on multiplie les régimes, eh bien... c'est pour ça qu'on maigrit de moins en moins. On maigrit de moins en moins parce que notre cellule, elle est plus capable, même si on mange plus de calories, elle est plus capable de libérer les lipides. Elle reste grosse. Elle va envoyer un signal qui va dire il faut créer de nouvelles cellules. Donc, de nouvelles cellules graisseuses vont se créer
pour pouvoir absorber la graisse qui provient de l'alimentation de ces personnes-là. Et donc c'est un phénomène sans fin, si vous voulez. Quelles sont les idées reçues que vous vouliez faire sauter, donc définitivement sur l'obésité, qui sont fausses? Oui. La première idée reçue, c'est que les personnes en situation d'obésité sont paresseuses, manquent de volonté. Et qu'elles sont grosses parce qu'elles sont gloutonnes. Voilà, exactement. Non, on l'a bien dit que la génétique est très très importante. On sait très bien qu'une personne qui n'a pas de gène de prédisposition à l'obésité peut manger comme un dingue, peut pas du tout bouger et ne deviendra pas obèse. Donc on peut pas résumer, c'est très très réducteur et d'ailleurs très stigmatisant de résumer l'obésité à un manque de volonté. Non, c'est une maladie. Autre idée reçue. Alors, autre idée reçue, c'est toutes les personnes peuvent perdre du poids. Non, toutes les personnes ne peuvent pas perdre du poids. Si elles font un effort. Ouais. Si elles font un effort, voilà. Il suffit de faire un effort. Et encore aujourd'hui, il y a des médecins qui disent « Ah mais arrêtez de manger, mais bougez-vous, vous allez perdre du poids. Vous n'êtes pas capable de perdre du poids ?» Il y a encore beaucoup de médecins, et pas que des médecins, d'autres professionnels médicaux, qui disent ça. C'est pas possible. On comprend très bien que quand le tissu adipeux, c'est-à-dire que les cellules graisseuses sont devenues malades, les cellules, elles peuvent plus libérer le gras. Elles restent grosses, ces cellules. Donc comment vous voulez, chez certaines personnes, on ne peut même plus leur faire perdre de poids. Elles ont tellement de cellules hypertrophiques que la seule solution, c'est le maintien du poids. Et donc ça, il faut dire la vérité sur l'obésité. Et il faut dire à ces patients-là, je suis désolée, il faut que le médecin puisse leur dire « Je ne peux pas vous faire perdre de poids, je ne peux juste essayer de vous aider à ne pas en prendre davantage. » Et ça, il faut l'honnêteté intellectuelle et déontologique de le dire. Et ce n'est pas toujours le cas. On donne encore beaucoup de faux espoirs à des personnes qui ont multiplié les régimes restrictifs et qui à chaque fois ont pris, comme je vous l'ai expliqué, beaucoup plus de poids. Et donc c'est l'escalade, la spirale infernale de la prise de poids. On leur dit encore, je vais vous aider à perdre de poids. Non, si le tissu adipeux est extrêmement malade, fibrosé, inflammé... Et dans ces cas-là, la chirurgie bariatrique n'est pas une solution pour ces personnes-là? Alors, elle peut aider à en perdre un petit peu de poids, voilà, mais pas toujours de façon phénoménale. Il faut le savoir que 50% des personnes qui ont été opérées restent obèses, mais un peu moins qu'avant. Donc, ne pas donner de faux espoirs. C'est pas parce qu'on fait une opération de chirurgie bariatrique qu'on va devenir Catmos. Tout le monde n'est pas programmé pour avoir un corps filiforme et parfois ce n'est plus possible. Donc, c'est une aide. La chirurgie bariatrique est une aide très très importante, puisque selon les techniques, soit on réduit la taille de l'estomac, soit on réduit la taille et en même temps on fait en sorte que les graisses soient moins bien absorbées par le système digestif. Donc c'est une aide très très importante pour perdre du poids, mais c'est pas une solution miracle. Il y a trop de chirurgie bariatrique aujourd'hui en France? Il y en a toujours trop, moins qu'avant. Alors vous dites que surtout depuis le Covid, il y en a moins. Ah oui, depuis le Covid, il y en a eu beaucoup moins. Bon, ça c'est parce que les hôpitaux ont été saturés. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les personnes qui avaient le Covid et qui étaient en réa, 50% d'entre elles avaient été obèses. Alors pas forcément obèses sévères, mais on voit très bien le lien entre obésité et sévérité du Covid. Voilà. Donc, sur la chirurgie bariatrique, il y en a trop ou pas? Oui. Alors, il y en a toujours trop. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans certains centres, certains CHU, certains centres spécialisés qui font des opérations de chirurgie, la préparation avant la chirurgie et le suivi après est encore un peu bâclé. Alors, il faut dire que les choses se sont améliorées. Peut-être expliquer que la chirurgie de l'obésité, elle nécessite une préparation très importante. Ça, ce sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Il faut se préparer à être opéré. On n'arrive pas chez le médecin en disant « Bon, docteur, moi j'ai besoin de perdre beaucoup de poids, et donc faites-moi maigrir, faites-moi perdre 40 kilos d'un coup ».
Et la suite est dans votre livre. Elia Hakimi-Prévost s'appelle La vérité sur l'obésité, comprendre et soigner cette nouvelle épidémie chez Robert Laffont. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.